Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette deuxième session plénière dont le thème est intitulé « À la croisée des mondes, une observation complexe ». Alors tout à l'heure, je me suis présenté comme président du conseil scientifique du Congrès. Je vais me présenter très rapidement. Je suis professeur de santé publique ici à Bordeaux, dans une structure qui est assez unique en France, qui est l'Institut de santé publique d'épidémiologie de développement, l'ISPED, qui, par rapport aux autres villes, a comme particularité de ne pas être un département de la faculté de médecine, mais au contraire d'être une faculté en soi, avec des activités de formation et de recherche sur tous les thèmes de la santé publique et de manière transdisciplinaire. Donc je représente sur cette plénière le milieu académique, disons. Alors à la croisée des mondes, une observation complexe. On va parler de l'apport de l'observation. Pourquoi complexe ? Parce que d'un point de vue de la décision, notamment par le politique, la santé est au cœur de toutes les décisions, de tous les domaines, et que dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement avec la crise économique extrêmement grave, la santé est aussi une dimension, donc il y a plusieurs dimensions. Il y a la conséquence de la crise, la santé en tant que conséquence, mais en tant que dimension à prendre en compte dans toutes les décisions, et la santé aussi comme frein au développement économique quand on voit une détérioration de la santé. Donc ça se complexifie parce que les décideurs ne peuvent plus négliger la santé dans la décision. Et puis il y a une autre dimension que j'ai évoquée rapidement en introduction ce matin, c'est que d'une observation qui historiquement portait sur des indicateurs de santé, on a élargi pour introduire la dimension sociale, la dimension médico-sociale et des indicateurs qui portent sur les expositions. Et donc on a une complexification du dispositif d'observation. Et puis ça ne va pas aller en simplifiant, comme on l'a entendu ce matin à propos des nouvelles bases de données, des croisements de bases de données. Donc une richesse d'observation qui rend et la décision et l'observation extrêmement complexes. Alors pour débattre de ce sujet, j'ai avec moi deux personnes qui représentent des visions différentes. François Saint-André représente le politique. François Saint-André est maire de Beaumont. Certes, initialement, il est médecin, mais c'est en tant que décideur qu'il viendra partager sa vision de la complexité de l'observation et de la décision. Et Michel Legros est ici, non pas tant en tant que vice-président du Conseil des formations de l'École des hautes études en santé publique, mais en tant que responsable d'un dispositif d'observation dans le domaine social. Et c'est de ce point de vue-là donc on aura, qu'il interviendra. Donc on aura une vision d'un décideur local et d'un producteur de données d'observation dans le domaine du social. Alors j'en dirai pas plus. Pour garder du temps, on a 1 heure pour cette session. Pour garder du temps pour des échanges avec la salle, chaque orateur a eu comme instruction de ne pas dépasser 20 minutes, donc je leur rappellerai, si nécessaire, que leur temps est terminé en temps voulu. Merci beaucoup à tous d'être là, et je passe sans tarder la parole à François Saint-André. Bonjour. Lorsque André Ochoa m'a demandé d'intervenir lors de votre congrès, je me suis un petit peu demandé pourquoi, parce que je ne comprenais pas bien qu'est-ce que moi je pouvais amener.
Je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un épidémiologiste. Je suis le maire d'une ville moyenne, 12 000 habitants, de la première couronne de l'agglomération clermontoise. Certes, je suis médecin, j'ai été médecin généraliste, je suis encore médecin de prévention dans la fonction publique d'État. Mais voilà, je me suis dit quelle était la plus-value, qu'est-ce que je pouvais amener, moi, comme, par rapport aux interrogations que vous avez en l'observation de santé, les nouveaux périmètres face aux évolutions de santé publique. Voilà. Alors j'ai essayé de réfléchir, d'abord parce que notre ville de Beaumont a intégré le réseau des villes santé OMS, Organisation mondiale de la santé bien sûr. C'est un réseau de villes qui ont mis les problématiques de santé comme un des axes de leur politique publique. Donc la santé, bien évidemment, prise au sens très, très global. Hein, je pense que ce n'est pas des choses qui sont remises en cause au jour d'aujourd'hui, intégrant le bien-être physiologique, le bien-être psychique, le bien-être sociétal de nos concitoyens. Alors, petit historique peut-être, c'est que le réseau des villes santé OMS adhère à la charte d'Ottawa, de la première conférence internationale pour la promotion de la santé, qui avait été adoptée en 1986, et qui disait, voilà, je cite, « La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l'individu devant pouvoir notamment se loger, accéder à l'éducation, se nourrir convenablement, disposer d'un certain revenu, bénéficier d'un écosystème stable, compter sur un apport durable de ressources, avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable, tous ces préalables étant indispensables à toute amélioration de la santé. » Un peu plus loin, il y a d'ailleurs cette charte d'Ottawa insiste sur la nécessité d'environnements favorables. Je cite, « Nos sociétés sont complexes et interconnectées et l'on ne peut séparer la santé des autres objectifs. Les liens qui unissent de façon inextricable les individus à leur milieu constituent la base d'une approche socio-écologique à l'égard de la santé. » Ça remonte à 1986. Hein. C'était déjà peut-être assez précurseur. Et nous avons rejoint, nous, la ville de Beaumont, ce réseau des villes santé, sur la base de cette approche globale et sur une approche principalement déclinée autour du développement durable. C'est pour ça que je pourrais intituler mon propos « Santé et développement durable ». Quelle observation par rapport à l'action politique. Alors, la préservation de la santé de nos concitoyens et leur épanouissement passe par des choix de politique publique destinés à répondre à cette ambition de santé globale. Donc il ne s'agit pas de politique sanitaire, vous l'avez bien compris. En d'autres termes, en œuvrant pour le bien-être de nos concitoyens, nous agissons, sans pour autant le dire, pour la santé globale, immédiate et à venir, pour nous-mêmes et pour nos enfants, bien sûr, puisque c'est l'un des principes du développement durable, pour une société plus juste, plus solidaire et fraternelle. Finalement, pour nous, les déterminants de santé ont été des éléments fondateurs de notre politique à travers les déterminants environnementaux, les déterminants sociaux, les facteurs favorisant l'équilibre psychique et des facteurs d'hygiène générale, on pourrait dire. Mais à partir de quelle observation avons-nous pu élaborer ce projet politique ? Alors, tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, je suis médecin, mais cette réflexion ne s'est pas faite à partir de données épidémiologiques, c'est pas faite à partir d'une expertise, j'allais dire, extérieure. Elle s'est faite à partir d'une observation beaucoup plus citoyenne et politique qu'à partir d'observations d'experts. Ces éléments de notre politique se sont mis en place à partir de constats, d'observations citoyennes, d'observations de terrain. Je crois que quelqu'un a utilisé ce mot ce matin. Issu moi-même d'une association et d'une liste politique et citoyenne, nous ne laissons pas ces sujets aux seuls experts en la matière, la santé étant un bien commun dont nous sommes tous responsables. Je pense même que nous n'avions pas conscience au début de cette aventure politique, j'entends, du lien entre notre action publique et la santé. Ou plutôt, nous étions comme M. Jourdain du Bourgeois Gentilhomme, nous faisions des actions en faveur de la santé sans le savoir. J'aime citer cette anecdote. J'ai fait partie pendant des années d'un petit cercle de réflexion nationale constitué autour du syndicat de la médecine générale.
et de sa revue pratique ou les cahiers de la médecine utopique. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Cette revue existe toujours. Quelques mois après mon élection en 2001, un de mes très chers amis du syndicat de la médecine générale, Patrice Muller, me demande « Alors, as-tu mis en place des actions en matière de santé publique telles que nous les avions envisagées ?» Parce que bien qu'étant médecin généraliste, on essayait toujours de reporter nos pratiques, pratiques au pluriel et pratiques utopiques souvent, sur des questions de santé publique. Et donc il me demande, tu as mis en place des actions en matière de santé publique telles que nous les avions envisagées, discutées Je lui réponds non, nous n'avons pas eu le temps, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir, on n'a pas le temps, on est le nez dans le guidon, comme on dit, et on a tellement de choses à faire. Et il me dit, tu n'as rien fait en faveur du maintien à domicile des personnes âgées ? Si, bien sûr, on a commencé par là. Et en direction de la petite enfance, oui, bien évidemment, il y avait un tel manque sur la commune, on a fait des choses. Et en matière d'environnement, c'est un de nos axes forts, donc il n'y a pas de souci. Et sur le sport, et pour la culture, et en matière de politique sociale. Chaque fois qu'il m'interrogeait et qu'il m'interpellait sur ce qui faisait les bases de notre réflexion en termes de santé, bien évidemment, la réponse était positive. Notre observation a donc été avant tout une observation citoyenne, politique, d'une réalité que nous connaissions bien, c'est-à-dire celle de notre territoire, celle de notre proximité avec nos concitoyens, celle aussi de nos engagements. Le socle de notre réflexion s'était construit autour des grandes valeurs de solidarité, d'égalité et de fraternité, de démocratie partagée, de lutte pour l'environnement. Le travail du terrain nous conduit à proposer des actions déclinant ces thèmes. Alors, ceci ne veut pas dire que nous ne sommes pas entourés d'expertise, mais ces expertises sont en fait venues en accompagnement du projet politique, afin de nous permettre d'affiner un diagnostic et de nous donner des pistes solides pour la réalisation de nos projets. Alors j'ai essayé de réfléchir et de lister un petit peu quelles étaient ces expertises techniques, pour un projet politique. Nous avons fait réaliser ce qu'on appelle un PADD, un plan d'aménagement et de développement durable, qui nous a conduit à un plan local d'urbanisme. Ce sont toujours d'ailleurs des documents directeurs de nos projets communaux. Nous avons fait réaliser aussi une analyse des besoins sociaux, qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux en matière de politique sociale. La place des personnes âgées sur notre territoire, celle des enfants et des jeunes, celle des précaires. Beaumont, je sais qu'il y a des Beaumontois dans la salle d'ailleurs, ayant plutôt la réputation d'être une ville très couche moyenne, en fait cela cachait une réalité plus sombre, en particulier dans le bourg ancien. Nous nous sommes inscrits dans une démarche de mise en place d'un écoquartier, qu'on appelle le cœur de ville. Nous avons d'ailleurs été reconnus par le ministère de l'Environnement et du Développement durable comme un des 75 écoquartiers validés sur l'ensemble du territoire national. Et pour ce faire, nous sommes inscrits dans une grille d'analyse pour répondre à l'appel à projet du ministère. Étant moi-même vice-président de l'agglomération en charge de l'habitat, j'ai d'ailleurs incité à ce que d'autres projets similaires sur le territoire de l'agglomération puissent répondre de façon mutualisée. Cette grille d'analyse nous a permis de systématiser justement l'analyse de notre territoire local au regard du développement durable et a été un moment très important qui a permis aux élus de Beaumont, mais aussi aux services de la ville, de faire évoluer leurs pensées et leurs projets en matière. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce cœur de ville, cet écoquartier, nous avons fait réaliser une approche environnementale de l'urbanisme qui donne un cadre directeur à nos objectifs en ce domaine. Et il faut savoir que c'est un outil très intéressant en matière de politique publique, cette approche environnementale de l'urbanisme, et que, étant ville santé OMS, nous avions donné comme cible prioritaire les éléments touchant à la santé. Alors, la commune de Beaumont est complètement intégrée à l'agglomération clermontoise. Je suis moi-même donc vice-président de Clermont Communauté en charge de l'habitat. Et bien évidemment, nous sommes partie prenante d'un certain nombre d'expertises, d'analyses qui sont faites sur le territoire de l'agglomération. Je pense aussi, et peut-être que ça rejoindra ce que pourra dire l'intervenant suivant, nous avons mis en place tout un travail diagnostique et d'analyse pour élaborer un programme d'intérêt général sur les logements dégradés, insalubres et indécents,
et sur la précarité énergétique, donc qui cherche à s'attaquer aux problématiques du très mal logement sur notre territoire. De la même façon, en collaboration avec la Fondation Abbé Pierre, nous avons un programme d'analyse diagnostique de la demande sociale en logement qu'on intègre dans le cadre de notre programme local de l'habitat. En résumé, nous nous sommes bien emparés d'une approche globale de nos actions, d'une approche très politique, sur un territoire restreint, mais toujours rapporté à des échelles plus vastes, l'agglomération, le territoire national, le vaste monde bien évidemment. Mais nous avons sans aucun doute privilégié une démarche très pragmatique, qualitative et sociétale. Alors je ne vais peut-être pas expliquer toute la déclinaison du projet politique sur notre commune, donc en matière de politique sociale pour les plus défavorisés, pour les personnes âgées, maintien à domicile, etc. En faveur de la petite enfance, avec entre autres la mise en place ça peut être intéressant à signaler, d'un véritable projet de service dans nos structures de multi-accueil, puisque autour de la question de la santé et de la motricité, nous avons mis en place un projet qui favorise la motricité dès le plus jeune âge dans les structures de multi-accueil, qui se trouve être à la fois donc, un apprentissage de la motricité chez les enfants. Par exemple, les tables allongées sont accessibles par les enfants eux-mêmes dès qu'ils sont en capacité de grimper les escaliers, les 3-4 marches. Et il faut savoir que ce travail est aussi une aide aux personnes des services en matière de prévention des troubles et sur les questions des gestes et postures. La politique scolaire, nous avons une école maternelle qu'on a voulu bioclimatique, avec des peintures minérales, mais aussi une tarification différenciée en faveur des plus démunis, puisque le repas le moins cher, c'est 50 centimes le repas en restauration scolaire. Le sport pour tous, c'est, même si, voilà, encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on affirme toujours dans nos programmes politiques, mais on a préféré bien évidemment un soutien aux clubs sportifs et à des pratiques sportives ouvertes. Par exemple, nous avons réalisé un chemin vert, qui est un axe structurant coulée verte, mais aussi des terrains d'entraînement ouverts. Donc on a privilégié ça plutôt que des soutiens à des pratiques professionnelles d'élite, parce que quand même, quel mauvais exemple que de voir un sport gangréné par l'argent et le dopage, alors que dans le même temps, on essaierait de mettre en place des pratiques de prévention en matière d'addictologie. La culture prend aussi toute sa place dans l'action politique de la ville. L'accès à de nouvelles connaissances et pratiques contribue au bien vivre ensemble dans la ville. La nature en ville, au moment où on a la chance de pouvoir d'être à proximité de la nature, mais on a valorisé ça à travers ce que j'évoquais tout à l'heure, le chemin vert, qui est une coulée verte. On a la dernière châtaigneraie de l'agglomération, on a des parcs, et en particulier un parc en cœur de ville qui est en train d'être réalisé. On sait que la nature en ville contribue à l'équilibre de chacun, mais c'est aussi une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, puisque la végétation, en particulier ce qu'on appelle les arbres haute tige, sont des puits de carbone et privilégient la prévention des pics thermiques, en particulier en été. Et on peut savoir, on peut développer ensuite le risque pour les personnes âgées et les personnes les plus fragiles. Nous sommes en train de finir la réalisation d'un nouvel hôtel de ville en cœur de ville, dans le cadre du projet écoquartier que j'ai évoqué tout à l'heure, pour laquelle nous avons exigé qu'il soit inscrit en tant qu'éco-construction. Et une éco-construction qu'on veut exemplaire, et ça touche bien évidemment à des problèmes de santé. Donc un chantier propre, voilà, un chantier sain au niveau des matériaux utilisés dans l'hôtel de ville, puisqu'on a privilégié le linoléum, les peintures minérales, à des produits émetteurs de substances nocives. Un chantier écologique avec un chauffage et géofree cooling, c'est le rafraîchissement d'air en été par géothermie, une toiture végétalisée en prairies fleuries, etc. C'est aussi un chantier école. On a voulu que ce chantier soit exemplaire, y compris du point de vue social et sociétal. On a fait un chantier d'insertion qui a été tout à fait remarquable. Un chantier faisant appel à des circuits courts, facteur d'emploi de proximité, puisqu'on utilise du bois du Massif central, de la pierre pour les pavements
en lave d'une carrière proche de notre commune. Et puis aussi un chantier en tant qu'acte culturel et participatif. Alors vous voyez qu'à travers ça se développe en fait ce qu'il est convenu d'appeler le développement durable ou l'éco-construction ou la construction durable. Alors nous avons mis en place de multiples outils de démocratie participative et de proximité. Je ne vais pas les développer là, mais parce que nous pensons qu'être bien dans sa ville, donc être bien, c'est le bien-être, ça passe aussi, bien évidemment, par la possibilité d'être acteur des décisions de la cité. Alors, tout ce que je viens de dire pose indiscutablement la question de comment mesurer l'impact des actions mises en place sur nos populations. Par exemple, comment les déplacements doux, qui font partie de nos objectifs, vélo, piétons, influent concrètement sur la santé. Comment l'alimentation de qualité dans nos restaurants scolaires ou la tarification sociale dans les restaurants scolaires agit sur les indicateurs de santé de nos populations. Comment la préservation des zones vertes agit sur les déterminants de santé. Évidemment, il se pose un certain nombre il y a un certain nombre de réponses à ces questions-là. L'échelle d'observation, un territoire communal, 12 000 habitants, complètement intégré à une agglomération, est nécessairement restreint, et ce n'est sans doute pas la bonne échelle d'observation, ou en tout cas ça n'en est qu'un élément. Les indicateurs mobilisables, la morbidité, la mortalité, etc., sont-ils des indicateurs adaptés en matière d'évaluation de ces politiques publiques ? Par exemple, nous sommes en train de réaliser des cartes temps-parcours pour mieux bouger dans sa ville en partenariat avec l'IRPES et, je l'espère, l'ARS. Comment pourrons-nous évaluer l'impact et selon quels indicateurs ? N'y a-t-il pas d'autres indicateurs légitimes ? Alors, pour la petite histoire, parce que ça fait toujours sourire, mais je trouve que c'est intéressant, on a installé un rucher, 4 ruches sur le toit de l'hôtel de ville. Comme l'hôtel de ville est en réfection, en fait, elles sont allées à la campagne pendant quelques temps, dans le bois de la Châtaigneraie, pour ceux qui connaissent un petit peu notre territoire. Mais elles vont revenir, nos abeilles vont revenir. En tout cas, nous avons produit un miel, le miel de Beaumont, qui est de très très belle qualité, qu'on offre d'ailleurs aux jeunes mariés pour leur lune de miel. Et nous espérons que la qualité du miel pourra être un indicateur de la biodiversité, bien sûr, mais aussi de l'environnement de notre commune. Et puis, autre indicateur légitime, le sentiment de vivre bien dans sa ville, d'être une ville du bien-être. Mais là, je ne sais pas comment la calculer ou comment calculer cet indicateur. D'autres choses aussi auxquelles j'ai réfléchi, peut-être presque en conclusion, j'allais dire, à mon échelle en tout cas, je ne me situe pas encore une fois en tant que chercheur ou théoricien, il me semble que nous n'avons pas à réinventer le fil à couper le beurre, mais plutôt à nous engager très politiquement sur un certain nombre de questions. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que les pesticides, l'amiante, ce sont des produits nocifs à la santé, que la pratique de l'exercice physique, c'est bénéfice du point de vue cardiovasculaire, que l'ouverture culturelle, ça fait pas de mal à notre psychisme, que l'équilibre social et la lutte contre les inégalités est un déterminant essentiel de nos politiques publiques, qu'avoir un toit, c'est un préalable à aborder un certain nombre de questions de santé. Donc je disais ne pas réinventer le fil à couper le beurre, mais plutôt nous engager très concrètement, très politiquement sur ces questions-là. Alors, il se trouve qu'après avoir préparé ces réflexions, je suis tombé sur un article du Monde et je voulais vous livrer 3-4 petits paragraphes qui évoquent un petit peu peut-être dans quel positionnement nous sommes. C'est un article, une tribune libre de M. Albert Lévy, architecte, qui est paru le 16 mars dernier. Je cite l'introduction déjà. « L'histoire des rapports entre environnement, aménagement et santé nous a montré que chaque fois que la médecine n'a pas été en mesure de résoudre une crise sanitaire, elle a dû faire appel à l'espace et à l'environnement et recourir à l'urbanisme. »
un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, face à l'extension des maladies chroniques, cancer, allergies, maladies cardiovasculaires, pulmonaires, diabète, obésité, par la dégradation de l'environnement et celle des maladies mentales dues aux conditions de vie et de travail du monde moderne, une relation nouvelle entre urbanisme et santé s'impose. Un nouveau rapport se cherche qui rencontre deux obstacles majeurs, une médecine environnementale à développer et un urbanisme durable à approfondir. Et d'ailleurs, sur cet urbanisme durable, il poursuit, cet urbanisme est en gestation, la ville durable, le développement durable sont encore des terrains à défricher. On sait à quelles difficultés se heurtent les tentatives de lutte contre le réchauffement climatique, la mise en place d'une transition énergétique, la ville post-carbone, la lutte contre l'étalement urbain, la pollution de l'air, etc. On ne dispose aujourd'hui que des expériences partielles d'écoquartiers. Mais cet urbanisme durable en élaboration se heurte à un adversaire de taille, l'économie libérale et l'urbanisme qui lui est lié, qui conçoivent la ville et l'hôpital comme une entreprise, transformant les biens communs, les ressources naturelles, en marchandises, pratiquant l'éco-blanchiment et imposant partout la loi de la compétition et du marché. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Saint-André, pour ce témoignage. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Michel Legros. Bonjour, merci beaucoup d'abord de votre invitation. Je dois vous dire que ça avait mal commencé ce matin. Non pas à cause de la pluie, parce que bon, j'arrive de Rennes et là, il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y avait pas de choc météo très, très, très fort. Non, je pense aux deux premières interventions. Quand on vient du secteur social et qu'on s'intéresse surtout à ce secteur-là et qu'on entend un historien 30 ans, 40 ans, 50 ans d'observation de la santé, Marcel Goldberg dire « Ah, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, mais quand même, on a une quantité de base, on a une quantité de travaux, on a une quantité de matériaux. » Donc on se dit, et qu'on va parler du social, on est un peu décalé quand même par rapport à ça. Donc on apprend plein de choses. Alors en même temps, heureusement, il y avait l'intervention de Bernard Cazeau après qui a un peu rectifié les choses en disant « Mais non, c'est utile ce qu'on fait. Regardez, en politique, on a besoin d'informations, on a besoin d'observations. » Donc je me sentais un peu mieux. Je me sentais d'autant mieux que je fais partie de ces gens qui produisent du rapport à haute dose. Récemment, dans le cadre de la préparation du plan quinquennal, on a dû sortir 7 rapports, 7 groupes de travail. Je pilotais celui sur santé et pauvreté. Et puis avant, il y avait l'ensemble des rapports que sort l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale, cette structure qui a été créée en 98 par la loi de lutte contre les exclusions et qui, pratiquement tous les 15 mois, 16 mois, sort un rapport sur l'état de la pauvreté en France. Le prochain, on devrait le remettre au Premier ministre dans 15 jours ou 3 semaines. 8 rapports, 1 millier de pages, il y a les travaux préparatoires, 10 000 pages. Et à chaque fois, on a cette interrogation. On a cette interrogation de se dire, mais bon sang, quelle est la plus-value de cet investissement ? Est-ce qu'on a participé à la transformation des politiques ? Est-ce que tout le travail qu'on a conduit améliore d'une façon ou d'une autre l'état de vie, les conditions de vie des populations ? Et on a d'autant plus ces questions-là que le matin en vous rasant, pensez pas à quoi, mais en vous rasant quand même, vous entendez un secrétaire d'État ou un autre, ou un haut commissaire aux solidarités actives qui dit « Mais non, sur ces questions-là, on connaît rien. Il faut inventer l'indicateur synthétique, global, parfait. Et il faut que cet indicateur-là, il soit prêt dans 3 mois. Peut-être si on peut le faire dans 2 mois, on sera bien. » Et là, à ce moment-là, vous êtes un peu mal. Alors bon, des souvenirs comme ça, je pense qu'on en partage. J'en ai quelques-uns de gratinés, je les prends lointainement parce que les plus récents sont un peu angoissants. Mais je pense par exemple à la fixation du montant du RMI. J'ai beaucoup travaillé, j'étais au Crédoc à l'époque, j'ai un département. Combien doit être le RMI ? Et là, vous imaginez toutes les questions qu'on fait. D'ailleurs, il y avait des gens d'observatoires qui avaient été associés à ça. On fait combien ça coûte le kilocalorie, combien coûte la nutrition, combien
coûte, c'est quoi les besoins fondamentaux de la vie quotidienne. Et puis vous avez le président de la République qui sort d'un repas et puis qui dit non, ce sera paf la moitié du SMIC. Vous avez aussi une autre du même genre, mais j'en alignerai pas d'autres, mais une autre du même genre. Vous faites 1 an et demi d'études, d'évaluation, de suivi d'expérimentation sur l'expérimentation sur la prestation expérimentale dépendance, un peu plus rapide. Et puis, les travaux doivent sortir au mois de juin, et au mois de, fin mai, mi-mai, vous avez le Premier ministre de l'époque qui dit on fait l'APA et on l'a fait dans telle et telle condition. Et à ce moment-là, tout ce que vous avez en cours, ça disparaît. Ou c'est pas utilisé. Bon. Donc, du coup, c'est bien d'entendre quelqu'un comme Cazot dire ça sert, c'est utile. Alors c'est vrai que dans le premier cas, les résultats sur le RMI arrivaient à des niveaux trop élevés, sans doute, et puis dans l'autre cas, les calendriers étaient pas tout à fait en bonne coïncidence. Donc du coup, on se dit, mais on a tendance à se dire, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas jeter un peu les observatoires avec l'eau du bain? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ce qu'on fait, ça a un sens? Est-ce que c'est... Alors, vous avez fait le choix d'avoir une table ronde ou d'avoir un échange un peu sur les questions de complexité de l'observation. Je crois qu'effectivement, le monde est compliqué et qu'on ne peut pas être caricatural. Je crois que c'est un peu trop simple de dire non, ça ne marche pas, les choses ne sont pas comme ça. Il me semble que, à la fois dans ces expériences-là, du côté du social, il y a un certain nombre de réflexions, il y a un certain nombre de pistes d'évolution qu'on peut tirer de ces expériences, même quand elles ont été un peu difficiles. Et je voudrais en partager 3 avec vous. La première, c'est de se dire, dans le secteur social, sans doute un peu la différence de ce qui s'est passé chez vous, on a une augmentation, on a une espèce d'investissement dans la fonction d'observation qui est beaucoup plus tardive, qui est beaucoup plus limitée, et en gros, qui se déroule entre 86 et puis 95. Donc on est sur une période qui est beaucoup plus courte. Et je voudrais revenir un peu sur ce paysage-là, parce que certains d'entre vous le connaissez, d'autres le connaissent peut-être un peu moins. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est celui finalement de réfléchir un peu sur la question de l'utilité, et peut-être pas de l'apprendre de la même manière que l'on peut l'apprendre habituellement, je pense trop en termes de rationalité. Et puis il me semble, et je terminerai là-dessus, de dire 2-3 mots sur et peut-être qu'on pourra le continuer en discutant, sur les enjeux à l'heure actuelle des questions d'observation dans le secteur social. Alors, sur le premier point, sur la question de la montée de l'observation dans notre secteur, je dirais que cette montée-là, elle est forte et elle est récente. Je crois que c'était, il n'y a pas eu l'IGAS, si quelqu'un de l'IGAS a balayé de l'IGAS, il n'y a pas eu de travaux sur le recensement ou le comptage des observatoires dans le secteur social au sens très très large, depuis, je crois que le dernier rapport de l'IGAS qui date de 5-6 ans là-dessus, mais en gros, à l'époque, on donnait des chiffres autour de 700-800. Le nombre d'observatoires, et je ne parle pas de l'observatoire des expatriés fiscaux, je parle des vrais observatoires du secteur social, parce qu'il y en a des quantités d'autres dans 50 000 domaines. Donc, on a un secteur qui s'est fortement développé. Alors, ça date effectivement de pas très longtemps, et je dirais d'une quinzaine d'années. Faut quand même se souvenir que dans le secteur social, on était dans un domaine qui était un peu désertique. Souvenez-vous, allez, on se remet 15 ans en arrière. 15 ans en arrière, vous invitez pas à vos congrès l'ONSUS, l'Observatoire des zones sensibles, la politique de la ville. Vous invitez pas l'ONPES, bien entendu. Vous invitez pas l'Observatoire national de l'enfance en danger. Vous invitez pas la MIPES en Île-de-France. Vous invitez pas l'adresse. Même demain, vous avez le directeur de l'adresse. L'adresse n'existe pas. La direction de la recherche des études économiques et statistiques, ça n'existe pas. Il existe le CESI au fond d'un placard au ministère. Donc on est effectivement sur un paysage qui est un paysage plutôt le S de INSEE a jamais voulu dire social. Regardez en revanche l'évolution de l'INSEE, la publication de données sociales depuis quelques années, on a une montée un peu plus, on a une montée forte. On pourrait faire le même
discours au niveau européen, avec en particulier un organisme comme Eurostat. Eurostat, au départ, c'est de l'économie, et puis Eurostat, c'est de l'industrie, c'est du commerce, c'est le suivi du marché commun. Et puis, progressivement, Eurostat arrive sur les questions sociales. En matière de pauvreté, Eurostat est devenu un organisme important au niveau européen. Et puis, Eurostat arrive sur la santé et commence à mettre dans le panel COSILC toute une série de modules qui sont des modules de santé. Et ils vont continuer, ils vont développer des choses comme ça. Donc on a là, je dirais, en l'espace d'une toute petite génération, on a un paysage de la production des statistiques et des données dans le secteur social qui s'est complètement transformé. Alors, on peut dire un ou deux mots pour expliquer cette montée-là. Pourquoi, finalement, c'est arrivé comme ça et pourquoi c'est arrivé si vite. Il y a des tas de raisons, mais j'en pointe quelques-unes. D'abord, il y avait un vide antérieur. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, on avait coutume de dire en France, il y a davantage de statisticiens qui comptent le nombre de vaches dans les champs que de statisticiens qui s'intéressent au nombre de pauvres dans la population française. C'est une blague qu'on racontait. Mais ça décrivait en même temps, d'une certaine manière, assez bien le désert dans lequel on se trouvait. On était aussi dans une situation sur lequel je reviendrai parce qu'elle nous pose des problèmes à l'heure actuelle, où on était plutôt efficace, je dirais, dans la production d'analyses théoriques. C'est pas par hasard que les French Studies, les études françaises, étaient autant valorisées aux États-Unis, dans les universités nord-américaines. On a été finalement à développer des approches beaucoup plus, en particulier universitaires, des approches théoriques, et en laissant de côté les travaux qui étaient les travaux empiriques. Pourquoi ? Parce que si vous faites des travaux empiriques et qu'avec ça ne vous permet pas d'obtenir une thèse ou un HD, une HDR, ou au moins de publier dans les bonnes revues, ça ne vaut pas le coup de les faire. Il vaut mieux aller faire autre chose. Et du coup, on avait en France laissé de côté complètement ça. Ce qui n'est pas le cas si vous regardez le monde anglo-saxon, dans lequel on a des centres de recherche universitaires qui à la fois sont sur la production universitaire, mais en même temps n'hésitent pas à aller dans des secteurs qui sont des secteurs sociaux beaucoup plus nets. Je pense en particulier, deux exemples, le développement des gender studies sur les questions féminines, et puis d'autre part, les questions sur le handicap. Par exemple, le mouvement autour des Disabled Studies, on est très loin en France d'avoir enclenché des dynamiques de ce type-là. Et il est probable que dans le cas français, au moins du côté du social, c'est moins vrai dans le secteur de la santé, mais dans le cas du social, on a eu une espèce d'enfermement disciplinaire qui a fait qu'on a plutôt essayé de faire de la recherche et d'avancer sur des systèmes théoriques plutôt que de s'intéresser à de l'observation locale, à de l'observation, à des systèmes d'observation un peu pratiques. Donc ça, je crois qu'on a été confronté à ça. Ce qui veut dire en même temps qu'on a eu un marché progressivement qui s'est construit sur des logiques un peu différentes dans le secteur social. Alors, c'est un marché, ça veut dire de l'offre et de la demande. Du côté de l'offre, on a assisté dans le secteur social à une forte marchandisation, ce qui est là aussi, ce qui me semble moins le cas chez vous, à une forte marchandisation de l'information. Dans les premières années, dans les années 95, quand je dirige le département du Crédoc, toutes les études sont publiques. À chaque fois qu'on a une étude qui est commandée, elle est publique. Elle n'est pas encore mise sur Internet parce qu'on n'est pas à ce développement-là, mais les études sont publiques. Et qu'est-ce qu'on voit progressivement ? On voit progressivement des gens qui vous disent, et le tournant va être à la fin des années 90, on a des gens qui vous disent « mais moi je vous ai commandé une étude, cette étude-là, elle est à moi, il est hors de question que vous la publiez, il est hors de question que vous la diffusiez, donc du coup, vous faites de l'étude sur un marché qui est un marché financier dans lequel vous diffusez assez mal de l'information. » Le deuxième axe de construction du marché qui a fait que l'étude s'est ensuite fortement développée, c'est l'arrivée d'une population plutôt jeune, de gens qui avaient fait des études de sociologie, de sciences sociales, sciences humaines, et puis qui progressivement qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail dans le monde de la recherche, puisqu'on ne recrute plus, dans le monde et qui vont progressivement arriver sur le secteur des
les études et du coup créer un espèce d'appel d'offres par l'arrivée d'une population plutôt jeune qui arrive sur ce marché-là autour des années 80, au milieu des années 90 à peu près. Du côté de la demande, dans le secteur social, le vrai développement de la demande d'observation, de la demande d'études et d'observation, elle est massive à partir du phénomène de décentralisation. Et de ce point de vue-là, le rapport avec les élus est intéressant parce que c'est en gros à partir de 86 que l'on voit, c'est-à-dire la deuxième décentralisation et en particulier la décentralisation du social, c'est à partir de 86 que l'on voit des élus qui se trouvent confrontés à on a des responsabilités nouvelles, on se pose des tas de questions, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles actions doivent être conduites, comment les hiérarchiser dans le temps, comment les répartir de la manière la moins mauvaise possible. Et une des questions qui revient tout le temps à ce moment-là, c'est, vous savez, la question Blanche-Neige, miroir, mon beau miroir, est-ce que je suis toujours le plus beau? En gros, est-ce que je fais mieux que les autres communes d'à côté? Et du coup, est-ce que je fais mieux que le département d'à côté? Et du coup, faites-nous des quantités d'études. Et on voit ce mouvement-là s'opérer avec une demande d'études qui monte de façon très très forte et qui va amener dans le secteur social une espèce de dynamique amenant à la construction de toute une série d'outils, observatoires locaux, observatoires nationaux. Il faudrait aussi bien voir la situation des élus dans le secteur social qui ne peuvent finalement que difficilement mobiliser des outils qui sont des outils nationaux. Et en particulier, quand on regarde par exemple sur la pauvreté, les outils qu'on utilise, hein, c'est l'enquête sur les revenus fiscaux qu'on combine avec l'enquête emploi. Elle est très bien au niveau national, au niveau régional on peut dire des choses, au niveau départemental ça commence à être moins bon et au niveau local ça ne veut plus rien dire du tout. Donc à partir de ce moment-là, alors qu'un élu, ce qu'il a besoin, c'est de répartir, c'est de construire ses programmes, c'est de répartir, c'est de planifier. À partir de ce moment-là, on va avoir une demande locale qui va s'autonomiser, qui va se développer. Alors, quand on a dit ça, quand on voit cette espèce de mouvement qui s'est créé de façon forte, qu'il faudrait aussi lier à la montée des incertitudes, je pense en particulier les périodes de crise, hein, ça fait 20 ans qu'on a de la pauvreté et que quand vous regardez globalement la courbe de pauvreté depuis 20 ans, elle est plane, elle vient de remonter un peu sur les 2 dernières années, mais quelles que soient les politiques qu'on ait pu mener, on reste sur des courbes qui restent planes. Donc du coup, ça pose question et ça interroge. Et d'une certaine manière, c'est sans doute parce que ce monde est difficile, parce que ce monde est difficile à interpréter, qu'on va avoir ce besoin d'information, cette demande d'information qui va arriver. Alors, quand on a dit ça, et quand on analyse cette production qui est forte, qui est grosse, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cette utilité-là? Je dirais que moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, il y a une sorte d'assimilation qui est faite, qui est que lorsque vous prenez les rapports de la haute administration, par exemple, lorsque vous prenez les rapports Cour des comptes, lorsque vous prenez les rapports IGAS, lorsque vous prenez le Conseil d'État, vous vous rendez compte que ces gens-là réutilisent en seconde main du matériel qui provient de toute une série de dispositifs de type observation. Et que finalement, vous êtes sur un modèle qui n'est pas un modèle d'utilisation linéaire. En gros, je fais un rapport et ça aboutit à une décision. C'est finalement dans le secteur relativement rare. En revanche, et d'une certaine manière, je trouve qu'on a, alors peut-être vous un peu plus dans le secteur de la santé, parce que vos modèles sont des modèles qui sont plutôt rationnels en matière de décision, mais dans le secteur social, on a probablement vendu trop l'observation, on a survendu l'observation en disant mais regardez, on va vous vendre de l'observation et avec ça vous prendrez de la bonne décision. En réalité, le schéma, je trouve, est plus complexe que ça. Quand vous prenez un exemple, l'arrivée de la loi de 2007 sur le handicap, hein, une loi assez fondatrice dans le secteur. Vous dites qu'il y a eu des travaux sur le handicap en France, il y a des gens qui ont fait beaucoup de travaux. Puis,
quelle est la part de ces travaux dans la genèse de la loi? Mais finalement, pas si forte que ça. En revanche, vous avez vu des courants arriver des pays du Nord autour de l'idée de mainstreaming, hein, de remettre tout le monde dans le même chemin. Vous avez eu des travaux qui ont émané d'associations. Vous avez eu, c'est-à-dire que, et vous avez eu effectivement les travaux, par exemple, du Centre technique d'études et de recherche sur le handicap, qui ont apporté un certain nombre de choses. Ce qui veut dire qu'on est plutôt sur une espèce de modèle mixte dans lequel, si un élu prend une décision, c'est parce que la possibilité de cette décision existe, qu'elle a été pensée, qu'elle est un schéma possible d'action. Il me semble que, en tout cas dans le secteur social, on n'est pas sur un modèle qui est un modèle rationnel. Il y a une observation, il y a une décision. Il y a un modèle qui est beaucoup plus un modèle complexe dans lequel la partie de l'observation, la partie de l'information est intégrée, mais fait partie d'un tout. Je pense dans des choses, vous en discuterez dans les ateliers, dans un des ateliers sur précarité et puis personnes à la rue. Si vous prenez des textes récents, je pense au Parsa ou à la loi Dallot, à toute une série de textes comme ça, si vous prenez ces textes-là et vous vous dites d'où ils sortent, ben, ils sortent de plusieurs choses. Ils sortent des tentes sur le canal Saint-Martin, mais ils sortent en même temps des travaux de Marie-Louise Marsat il y a 15 ans, des travaux de l'Observatoire tous les 10 ans maintenant. La nouvelle enquête va sortir prochainement sur les personnes à la rue. Je pense qu'il y a comme ça un mélange qui fait que l'apport d'information n'a pas un effet direct, mais un effet dans la durée, un effet d'ensemble. Donc il ne faut peut-être pas être aussi négatif que ça et de se dire non, ça sert à rien. Simplement, il faut se dire que ça ne sert pas forcément là où on imaginerait, où on pouvait imaginer que ça servirait. Alors bien entendu, cette logique-là a conduit à plusieurs glissements. Des glissements en termes d'études vers de l'évaluation et de l'évaluation vers, on dit l'évaluation c'est important, mais de l'évaluation vers de l'ingénierie ou du monitoring. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a des dérives un peu fortes qui vont dans ces directions-là. On a des glissements aussi en termes de temporalité pendant... j'allais dire jusqu'aux années 2000, on était plutôt sur une demande forte d'intervention, d'études et d'observation en amont de l'action, puis on est passé en aval avec l'évaluation dans le médico-social, et il y a un regard attentif à ce qui est en train de se passer en matière d'évaluation à la suite de la loi 2002, où on doit avoir 24 000 établissements et services qui, à la fin de l'année 2015, devront avoir réalisé une action d'évaluation. On n'a jamais vu en France une évaluation d'aussi grande importance. La politique de la ville à côté, c'est l'évaluation de la politique de la ville à côté, c'était peanuts. Donc on a vraiment là un mouvement qui est un mouvement important. Donc il faut être attentif à ça. Pour terminer, comment peut-on imaginer qu'évolue cette situation-là, hein, cette montée forte de la demande d'observation dans le secteur social? Alors c'est toujours difficile, hein, je crois que c'est Woody Allen qui disait c'est plus facile de prévoir le passé que de prévoir l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire, me semble-t-il, plusieurs choses. La première, c'est... au moins dans le secteur social, c'est sans doute moins vrai chez vous à cause des rapports avec l'université que vous avez. On a une sorte de clivage qui, me semble-t-il, est un peu en train de s'opérer entre, d'une part, un secteur de la recherche qui obéit à ses propres logiques et qui a besoin d'obéir à ses propres logiques en termes de financement par l'ANR, en termes de construction des écoles doctorales, en termes d'internationalisation et de besoin d'internationalisation de publications, hein, le classement de Shanghai, d'une part, et d'autre part, un mouvement qui est un mouvement de développement d'études et qui est un peu clivé par rapport à l'univers de la recherche. Je trouve que dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, pour suivre un peu les travaux qu'ils font en particulier dans le domaine du logement des personnes à la rue, ils ont réussi à faire des rapprochements forts entre les deux. Leur conférence de consensus, par exemple, regroupe bien les deux. Je trouve qu'en France, on a un peu de mal à faire ça, on a un peu de mal à relier ces deux aspects-là. Le deuxième enjeu que je vois, c'est celui, je dirais,
les dispositifs dans le secteur social qui ont été créés il y a 15-20 ans, avec des gens qui avaient autour de 35-40 ans. Une partie de ces gens-là arrivent à la fin de leur période d'exercice, et je trouve qu'on a des difficultés à recruter dans le secteur des gens qui ont la trentaine, qui vont avoir une formation à la fois universitaire et puis une formation un peu de terrain. On a du mal à recruter, on a un problème, je trouve, de formation des animateurs et des gestionnaires. On a un dernier enjeu, je terminerai là-dessus, on a un autre enjeu qui est celui de l'harmonisation dans le secteur social. Je trouve qu'on est très écartelé entre, et on a du mal à rapprocher les choses, entre d'une part une demande de globalisation, et en particulier qui est très fortement portée au niveau européen, de produire des données comparables entre les différents pays de l'Union européenne, et puis une demande très très forte de la part d'élus, de la part du personnel politique, nous disant mais regardez, cette année vous allez sortir des données sur la pauvreté, vous allez sortir des données qui datent de 2011, on est en 2013, c'est trop tard. Nous on a besoin de données rapides, d'indicateurs d'alerte. Il y a une espèce de fantasme à l'heure actuelle sur les indicateurs d'alerte. On en arrive à s'intéresser à des phénomènes comme vous savez les papy braqueurs ou des choses comme ça. Donc, en se disant, est-ce que par hasard est-ce que ça ne serait pas des indicateurs d'alerte? Donc, manifestement, on a ces enjeux-là. Pour terminer vraiment, un appel, je trouve que dans votre réseau, vous avez des travaux très très différents, vous avez beaucoup de gens qui vous intéressez aux questions de pauvreté, questions d'inégalité. Je pense que sur les inégalités, vous avez fait des choses passionnantes. Je trouve qu'on aurait intérêt à se rapprocher d'une façon ou d'une autre, à s'inventer des réseaux. Je vois par exemple quand on a construit le programme sur le plan quinquennal pauvreté-santé, c'était un peu difficile de trouver les bons acteurs aux bons endroits au moment où on en avait besoin. Je trouve qu'on devrait probablement réfléchir collectivement à la création de réseaux, à la création de travaux communs sur les questions de rapport entre santé, pauvreté, inégalité, et en particulier de rapprocher les questions de santé des autres approches de type pauvreté, et qu'on est trop encore à l'heure actuelle en tuyau d'orgue pour avancer sur ces questions-là. Donc il me semble que là, il y aurait un chantier un peu collectif et global à ouvrir. En tout cas, si vous y êtes intéressé, à l'Observatoire, on est preneur de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc la parole est à la salle. Il y a des micro-baladeurs. Donc faites signe si vous avez des questions, des remarques. Voilà, si vous pouvez bien sûr vous présenter. Oui, donc Joseph Cazil, je suis le président de l'Observatoire régional de santé de Picardie. Je voudrais intervenir parce que vos deux interventions ont été passionnantes, et moi je me suis retrouvé à la fois dans l'interrogation sur l'observation et également sur la réalisation sur le terrain. Le maire qui dit faussement d'entrée « mais pourquoi moi, pourquoi on m'a choisi, pourquoi ?» alors que finalement il est impliqué depuis des années dans des actions de terrain qui en fait reprennent tous les produits des indicateurs de santé, et qui non seulement les reprennent mais qui appliquent, et qui maintenant en arrivent au niveau de l'évaluation. Alors ces interrogations, moi, ça me plaît parce que je me dis que finalement il existe sur le terrain des maires de santé publique de combat qui doivent être le reflet de ce que veulent les observateurs au niveau de la santé publique. Le but finalement de l'observation, c'est ça, c'est qu'on arrive sur le terrain à s'emparer des indicateurs pour finalement arriver à faire passer au niveau de la population tous ces messages dont vous avez l'impression qu'ils ne servent à rien, mais en fait, le foisonnement des indicateurs fait que finalement, on s'en empare sans s'en rendre compte, et finalement, ils deviennent notre quotidien. Vous avez parlé des villes santé de l'OMS, moi, j'y ai participé aussi il y a quelques années, ça fait quand même plus de 20 ans, ou une vingtaine, oui, plus de 20 ans.
Et je pense que c'est un bon cadre. Maintenant, on parle aussi des villes amies des personnes, des aînés. Et ce sont des bons cadres également pour être des acteurs de santé publique sur le terrain. Voilà, je vais arrêter là. Mais enfin, je vous félicite tous les deux pour l'un pour montrer quand même que l'observation et être observateur, c'est un peu frustrant parce qu'on a envie de voir que sur le terrain, ça bouge. Et puis vous, sur le terrain, qui dites, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'observation, mais en fait, qui vous en êtes déjà emparé pour faire des choses en direction de la population. Non, moi je ne réagis pas, au contraire, merci beaucoup de votre... Une dizaine comme ça, on va pouvoir demander un cachet double. Non, je blague, il n'y a pas de cachet. Peut-être pour dire aussi que, à vous entendre, il y a des centaines et des centaines d'observations et que quelquefois, on peut se demander effectivement à quoi elles servent. Alors certes, elles alimentent peut-être le débat, elles alimentent peut-être notre réflexion. Moi, lorsque j'ai été amené à conduire des observations, parce que de fait, je suis un peu ingénu, mais pas tout à fait, en particulier l'enquête qu'on a menée avec la Fondation Abbé Pierre sur la demande sociale en logement, moi, j'ai exigé que ce soit une observation qui nous donne l'outil d'une action publique. Parce que, en tant que politique, enfin voilà, je pense qu'on a besoin de ces outils-là comme levier d'une action. On n'est pas, voilà. Quelquefois, on a peut-être un peu l'impression que, mais c'est normal parce que vous n'êtes pas des politiques dans l'observation. Mais voilà, entre l'observation, les conclusions de l'observation et les pistes d'action qu'on donne, quelquefois, on ne les voit pas toujours. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a énormément d'études qui sont demandées par les élus. Vous parliez des élus qui demandent des études, qui finissent dans des tiroirs. Ça, moi, je trouve que c'est fort dommageable pour l'action publique, quoi. Table ronde, on peut causer. Oui. Je trouve que sur les élus, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est la difficulté de capitaliser les choses, et en particulier les résultats des travaux. C'est-à-dire que j'ai dû faire 25 études, ou conduire ou faire conduire au CREDOC 25 études sur le RMI dans 25 départements différents. La même étude, quasiment les mêmes résultats, quasiment les mêmes données, simplement, elle était faite dans tel département et pas tel autre, parce que si on reprenait tel autre, alors qu'on a un vrai problème, je trouve, de capitalisation. Et vous devez rencontrer ça dans les différents ORS. Je trouve que les boulots que vous avez faits sur les inégalités étaient intéressants de ce point de vue-là, parce qu'ils allaient vers de la capitalisation. Je trouve qu'on a besoin de capitalisation. Aline Haussmann-Rogelet, je suis donc secrétaire au bureau de l'OR2S de Picardie. Donc 2S, comme je l'ai déjà dit hier, pour ceux qui étaient là, entre santé et sociale. J'aimerais bien que, peut-être à la suite de cette table, on puisse se poser la question de comment regarder dans les ORS, comment le lien se fait réellement entre les indicateurs de santé et les indicateurs du social, qu'on puisse avoir vraiment un travail là-dessus, compte tenu des propositions qui ont été faites, entre autres, par Michel Legros. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je me suis beaucoup retrouvée, et je me demande pourquoi, finalement, quand au début, il a dit on a autant d'observations, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça devient? Vous savez que je fais partie du monde de l'exclusion, et enfin pas moi, hein, mais je fais partie de ce monde-là, et donc je travaille sur l'accompagnement des personnes à la rue. Et quand on lit le rapport de la Cour des comptes, et quand on lit le rapport qui a été fait il y a quelques années, on se rend compte que finalement les éléments sont toujours là, mais la question, c'est que, telle que vous l'avez posée au tout début, c'est de dire, une fois qu'on a observé, à la fois la question des rapports entre santé et sociale, comment fait-on pour agir? Et je crois que ce serait intéressant parce que je suis sûre, je travaille uniquement actuellement avec l'OR2S de Picardie, mais je suis sûre qu'au niveau de la FNORS, on aurait intérêt comme ça à faire des rencontres sur le thème qui a été proposé pour pouvoir faire avancer réellement les choses. C'est-à-dire qu'avec la Fondation Abbé Pierre, c'est vrai qu'on a intérêt à se rapprocher pour voir si les indicateurs qu'ils nous donnent, on peut aussi maintenant les mettre les faire passer de l'observation à l'agissement, avec d'autres aussi structures telles que la MIPES, etc. Donc pour moi, c'est une question essentielle de ne pas rester uniquement sur ce sentiment, nous les anciens du social, de se dire on en parle, mais quand est-ce que ça bouge? Merci.
Des réactions sur le table ronde? Non? Merci pour ce témoignage. Il y a une dame qui lève la main au milieu, là. Muriel Deguerry, Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale. Je voulais rebondir un petit peu là-dessus. Nous, on voit notre métier en fait évoluer. Effectivement, donc on est dans l'observation et puis petit à petit, les politiques nous disaient bon, ben, c'est bien beau d'observer chaque année ou chaque 2 ans, mais ça nous mène à quoi? Et donc petit à petit, de l'observation, on est passé aux pistes. Et il reste quand même en tout cas en Belgique ou en tout cas à Bruxelles, un creux qui est effectivement de l'observation et des pistes à la décision, où effectivement le travail de hiérarchisation, de priorisation, de décider ce qu'on veut faire politiquement, eh bien, il y a un accompagnement qui est nécessaire et qui n'est pas prévu en fait. Et donc, par exemple, dans notre observatoire récemment, depuis 2 ans, dans le matière, donc on est compétent dans l'aide à la décision pour la lutte contre la pauvreté. Finalement, on s'est mis en place avec notre soutien, un intercabinet de lutte contre la pauvreté, où on a réuni d'abord les ministres qui étaient responsables de l'aide aux personnes et qui étaient concernés, soi-disant, uniquement par la pauvreté, puis petit à petit, tous les représentants des ministres de la santé, de la mobilité, etc. Et on avance tout doucement avec eux sur un inventaire de ce qui est fait, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel plan d'action on pourrait mettre en place. Bon, c'est très petit, ça prend des années, ça fait 4-5 ans, et on a peut-être un premier plan d'action qui ressemble à un plan d'action et qui n'est pas juste un inventaire des mesures déjà prises où moi je dépense 500 000 pour faire telle et telle chose. Mais voilà, mais c'est vrai que ça change notre métier. Merci pour ce témoignage. Des réactions là? D'autres questions? Alors, je vais me permettre une remarque. Monsieur Saint-André, vous avez beaucoup parlé de développement durable comme un axe de votre politique et un axe très pertinent pour la santé. D'autre part, on a beaucoup parlé, y compris dans les témoignages dans la salle, sur le nécessaire rapprochement de l'observation du sanitaire et du social. Or, quand on parle de développement durable, avec en tête l'impact et le rôle de la santé dessus, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 dimensions dans le développement durable. Les 3 piliers, c'est environnement. C'est souvent ce qui est perçu en première ligne de ce qu'est le développement durable, mais ce n'est pas que ça. Il y a le sociétal, on en a parlé, les indicateurs sociaux, et puis il y a l'économique. Et donc au-delà du rapprochement entre social et sanitaire, il y a aussi cette réflexion sur quelle observation conjointe de l'économique, de l'environnement, du sociétal et de leur impact sur la santé. Donc vous avez encore de nombreux défis pour l'évolution de l'observation. Et je ne mets pas de la santé derrière, même si on est au congrès des ORS.